Stanford University. Donc, disons, toujours dans la même perspective de considération, c'est sans doute différemment, pour une transition sociale écologique. Bien, écoutez, merci beaucoup pour... ça marche, hein? Oui. Donc merci pour cette invitation. Je suis très honoré de faire partie de ce colloque. Une petite précision disciplinaire, je ne suis pas spécialiste de sciences politiques, je suis économiste, c'est un de mes nombreux défauts, mais bien sûr la perspective politique m'intéresse particulièrement. Donc voilà, ce que je vais essayer de vous présenter rapidement, c'est donc mes travaux sur la question de la social écologie. Donc je vais d'abord vous dire ce que j'entends par approche social écologique, que j'ai développé dans un certain nombre de travaux récents. Ensuite, je vais montrer de quelle manière en fait la crise des inégalités que l'on vit est un problème pour la transition écologique, et donc montrer en quoi il y a un lien entre la crise des inégalités et les crises écologiques. Donc on peut considérer ce lien de deux sens différents. Le premier sens est de montrer en quoi l'inégalité renforce les crises écologiques, et puis le sens réciproque, c'est de montrer en quoi les crises écologiques renforcent les inégalités. Puisque, en fait, mes travaux s'inscrivent dans la thématique du colloque de cette manière-là, c'est-à-dire montrer de quelle façon les questions sociales s'articulent avec les questions écologiques, en particulier sous l'angle des inégalités. Et puis je terminerai par la transition sociale écologique, c'est-à-dire ce qu'on peut faire finalement une fois qu'on a reconnu ce lien analytique, quel genre d'institution on peut construire pour essayer de surmonter ce que l'on vit, c'est-à-dire une double crise, finalement, crise des inégalités et crise écologique. Donc voilà comment je vais procéder. Alors, l'approche sociale écologique, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste simplement à dire quelque chose de simple, mais qui en fait est compliqué à montrer, que les crises écologiques en fait sont des questions sociales. Ce n'est pas des problèmes de politique étrangère, ça ne concerne pas une autre planète, ça concerne non seulement la planète, mais ça concerne les humains sur la planète. Et d'ailleurs, petite précision, je crois qu'il est très dangereux et trompeur de définir l'écologie comme la science qui veut sauver la planète. On ne veut pas sauver la planète quand on s'intéresse aux questions écologiques, on veut sauver l'hospitalité de la planète pour les humains. Et on veut sauver les plus vulnérables d'entre les humains des impacts les plus durs des crises écologiques. Donc on se soucie de sauver l'hospitalité de la planète pour les humains, et non pas de sauver la planète ou de sauver le climat comme on l'entend en permanence, ce qui n'a rigoureusement aucun sens. On ne peut pas sauver le climat, et la planète se sauve elle-même depuis 4,5 milliards d'années, elle continuera avec ou sans nous. En revanche, on va perdre, c'est l'hospitalité de cette planète qui est une planète boucle d'or, c'est-à-dire qu'elle est ni trop chaude, ni trop froide, ni trop grande, ni trop petite, elle est absolument parfaite. Et effectivement, ça, par contre, si on détruit l'hospitalité de la planète pour les humains, on sera les premiers à en souffrir, premier point. Et deuxième point, ce qu'on va affecter, c'est l'état des plus vulnérables dans les sociétés humaines, on a vu les crises écologiques. Voilà. Et c'est ça, l'écologie. C'est pas quelque chose qui relève une fois de plus, de la politique étrangère ou de la politique extraterrestre. D'autre part, donc l'idée, c'est de considérer que les crises écologiques, en fait, sont des questions sociales. Leur dynamique peut se comprendre à la lumière donc, des inégalités de revenus et de pouvoir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et elles peuvent se résoudre, et c'est là le point absolument capital, à l'aide des principes de justice et en construisant de bonnes institutions. C'est-à-dire que c'est un message fondamentalement optimiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'effectivement les humains sont responsables et qu'il y a des questions sociales derrière chaque question écologique, du coup, les leviers paraissent quand même beaucoup plus simples. Alors donc j'ai développé depuis à peu près 5 ans 2 agendas de travail. Le premier visait à construire l'approche sociale écologique, donc c'était l'analyse, et donc en particulier avec un ouvrage en 2011 qui s'appelait Social Écologie, tout simplement. Et puis là, je suis sur la question des institutions, c'est-à-dire construire la transition sociale écologique, et donc notamment avec ce livre qui est paru cette année, qui s'appelle Le bel avenir de l'État-providence, un tout petit peu contre l'air du temps, comme vous pouvez le constater. Ça me fait rire pour moi, c'est pas grave. Mais le bel avenir de l'État-providence, c'est parce que c'est aussi le bel avenir écologique de l'État-providence. C'est pas seulement le bel avenir économique ou global de l'État-providence, puisque en fait tout le monde veut l'État-providence à l'heure où en France et en Europe on veut s'en séparer. Mais surtout, je pense qu'il y a une perspective écologique, une métamorphose écologique de l'État-providence, et c'est ça le sens du livre. Alors, donc ces 2 agendas de travail commencent par une provocation adressée à nos collègues des sciences dures, qui est que je pense qu'en fait les sciences sociales et les humanités détiennent la clé des problèmes qui ont été révélés par les sciences dures depuis 30 ans. C'est-à-dire que
pour comprendre le changement climatique, pour comprendre qu'il se passe le changement climatique, que le changement climatique induit au point de vue physique, biologique, chimique. Vous avez besoin d'un physicien, d'un chimiste. Mais si vous voulez y faire quoi que ce soit, vous aurez besoin des sciences sociales. Vous aurez besoin des économistes, des politistes, des sociologues, et y compris des historiens pour comprendre les transitions passées, et y compris des philosophes pour comprendre la manière dont ça s'inscrit dans les systèmes de pensée. Donc, certes, pour comprendre qu'il y a un problème, vous aurez besoin des sciences dures. Pour le résoudre, vous aurez besoin des sciences sociales. Ça paraît très simple à dire comme ça qu'il faut articuler les deux. Si vous regardez le rapport du GIEC, le dernier, vous verrez qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que le dernier rapport du GIEC, c'est peut-être le premier rapport du GIEC, alors que c'est une institution qui existe depuis 88, qui pose pour la première fois clairement la question éthique. Il y a de bons chapitres dans le dernier rapport du GIEC sur la question éthique, mais c'est la première fois qu'il y a vraiment la question de la justice climatique qui est posée. Donc on est très loin de cette articulation sociale-écologique au niveau des disciplines, très très loin. Donc comme il faut changer les comportements et les attitudes, c'est ça la clé, donc les comportements qui sont des réponses à des signaux de prix et les attitudes qui sont des systèmes de valeurs, il faut investir dans ce que j'appelle la connaissance sociale écologique, c'est-à-dire comment réformer les systèmes sociaux pour préserver le système naturel qui nous sert effectivement de fondement pour nos économies, pour nos démocraties, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait la transition écologique ne peut être que sociale écologique. Et donc plus précisément, il y a un lien puissant et réciproque entre enjeux sociaux et crise écologique, et donc il faut, une fois qu'on l'a identifié, construire ces institutions sociales écologiques pour lier ces deux dimensions. Alors j'inscris un petit peu cet agenda de recherche dans la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un paradoxe de l'urgence environnementale. Quel est ce paradoxe? Très simplement formulé, c'est que les crises deviennent de plus en plus aiguës et de plus en plus tangibles, et qu'on a l'impression que l'action est complètement bloquée. Il est faux de dire que le CO2 ça ne se voit pas, c'est invisible, c'est pour ça qu'on n'y fait rien, etc. Les manifestations du changement climatique sont absolument partout. Vous ouvrez le journal de 20h à n'importe quel jour, vous avez d'abord un flash météo et ensuite 10 minutes du flash climat sur les inondations. Tous les soirs au journal de 20h de France 2, vous avez 10 minutes sur les inondations. Vous avez d'abord la météo et ensuite le climat. Et les gens ont parfaitement l'idée que ça se passe, et vous allez en Californie, vous voyez qu'on a la plus grave sécheresse depuis 100 ans, l'hiver dernier sur la côte Est était l'hiver du Polar Vortex, les jeux de Sochi sont plus chauds que les jeux de Londres, enfin c'est absolument partout. La vraie question, c'est pas que c'est pas visible, c'est qu'on se demande comment on peut articuler les choses. Et là, il y a à mon avis une responsabilité à la fois conjoncturelle et structurelle. Structurelle, je crois que le mouvement environnementaliste n'a pas, depuis 40 ans, clairement articulé la question écologique aux questions sociales. Ça, c'est absolument clair. Donc, on a un défaut, y compris de la part des ONG et du mouvement environnementaliste, en fait, d'articuler les deux. Ça change depuis peu, mais on a un retard très important. Et on a un deuxième problème plus conjoncturel, qui est ce qu'on appelle la crise, qui, en fait, est une transition et qui réduit tous nos horizons collectifs, et donc met systématiquement en opposition l'enjeu écologique avec l'enjeu social. Et on vous explique à chaque fois que vous dites qu'il faut une taxe carbone, etc. Ah oui, mais quoi, qu'en sera-t-il sur l'emploi, qu'en sera-t-il sur le revenu? Et ça, c'est l'effet, évidemment, de la grande récession et de ses prolongements actuels. Donc on a ces deux problèmes-là dans le contexte actuel, mais plus fondamentalement, je crois qu'on a un problème qui est qu'il y a un chaînon manquant dans l'analyse du développement soutenable. Et le grand paradoxe du chaînon manquant, c'est qu'en fait, c'était le chaînon qui était au cœur du grand rapport du développement soutenable, qui est le rapport Brundtland. Le rapport Brundtland, s'il a un sens intellectuel, c'est de poser clairement l'articulation entre crise des inégalités et crise écologique. C'était l'apport le plus fondamental du rapport Brundtland, et en fait, on l'a complètement oublié. Et aujourd'hui, il faut effectivement le redécouvrir, et redécouvrir ce chaînon manquant. Donc il faut relier absolument crise écologique et crise des inégalités, c'est ce que je vais faire dans ce qui me reste tout le temps. En fait, il m'en reste encore pas mal. Je dis ça en préventif. Donc voilà, donc je vais vous montrer les deux sens possibles de cette liaison. Donc une petite représentation voilà, où les choses se passent. En fait, sur le développement soutenable, le point essentiel, ce n'est pas les sommets du triangle. Le point essentiel, sur les côtés du triangle. C'est-à-dire que le point essentiel, ce n'est pas de faire des choses où on relie les trois sommets. Le point essentiel, c'est de travailler les côtés. Donc, on a le lien économie-sociale, ça, pendant 30 ans, les économistes ont regardé ailleurs. Avec le livre de Piketty, tout le monde maintenant parle de la question des inégalités et du fait que l'économie doit aller avec la réduction des inégalités. On en parle absolument soir et matin, y compris aux États-Unis. Donc on a redécouvert la question de l'équité, c'est très bien, on l'avait complètement oublié depuis 30 ans. Il y a néanmoins plein de points aveugles dans l'analyse de Piketty, dans ce livre que vous avez sans doute lu ou pas, mais en tout cas vous avez entendu parler. Par exemple, il y a très peu de choses sur la façon dont les inégalités sont un problème pour le développement économique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font la fine bouche devant cet argument
Krugman, un certain nombre d'autres, qui disent que les inégalités c'est sûrement un problème grave, mais c'est pas un problème par exemple pour la croissance ou pour le développement. Moi, je crois que c'est parfaitement un problème pour le développement, et c'est pas seulement un problème de justice, c'est aussi un problème d'efficacité économique. Mais vous trouverez très peu de choses là-dedans sur les conséquences de la crise des inégalités dans le bouquin de Piketty. De même, plus extraordinaire, vous trouverez à peu près rien sur un livre qui est sur le capital au XXIe siècle, sur le capital naturel, qui est en fait le capital du XXIe siècle, par excellence. Il y a un tout petit chapitre sur la question de la dette climatique, qui est très rapide et assez faible, et pour le reste, rien sur la mesure du capital naturel, rien non plus d'ailleurs en passage sur la mesure du capital social. Donc, un livre sur le capital au XXIe siècle qui a ni le capital naturel ni le capital social, c'est un petit peu embêtant. Des 10 000 critiques qui ont été émises sur le bouquin Piketty, je pense que la critique sur le capital naturel est peut-être la plus importante et elle est un petit peu... Mais donc, économie sociale, on commence à travailler. Économie environnement, c'est l'économie verte, donc là aussi c'est très travaillé. Le chaînon manquant, c'est social-environnement. Ça, on travaille assez peu, le lien entre social et environnement, et moi, c'est précisément ce que je fais et ce que je vais tenter de faire devant vous. Alors, donc je disais, il y a deux sens dans la relation sociale-écologique, ce qu'on pourrait appeler la social-écologie intégrée. Donc c'est quoi la social-écologie intégrée? C'est de dire le développement des inégalités provoque ou aggrave des crises écologiques, et en un sens, on en est tous les victimes. Donc il y a un point où on est tous sur le même bateau du fait de la crise des inégalités qui provoque des crises écologiques. C'est en ça que c'est intégré. Et vous voyez où je veux en venir, c'est qu'il y a une deuxième dimension, qui est la dimension différentielle, à laquelle je vais venir plus tard. Mais le premier point, c'est de dire, au fond, la crise des inégalités provoque ou aggrave des crises écologiques dont nous sommes tous les victimes, évidemment à des degrés divers, mais dont nous sommes tous les victimes. Donc il faut s'en préoccuper. Donc il faut arriver à prouver qu'il y a un lien entre développement des inégalités et crise écologique. Alors vous pouvez le faire de deux manières. La première façon, c'est de raisonner au niveau microécologique, en prenant le comportement des riches et le comportement des pauvres de manière isolée. Donc vous avez Veblen qui vous dit le comportement des riches va provoquer une épidémie de comportements culturels écologiquement dommageables, puisque les classes moyennes vont vouloir imiter le style de vie des plus riches et vont se mettre à acheter des 4x4, pourquoi pas des yachts, etc. Ça, c'est la grande façon dont tous les travaux qui relient inégalité et crise écologique perçoivent le rapport entre inégalité et crise écologique. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Pour moi, c'est de loin pas le plus important. Mais c'est la dimension culturelle. Du côté des pauvres, vous avez Indira Gandhi qui vous dit à la conférence de Stockholm, qui est la première grande conférence sur l'environnement en 1972, que la pauvreté est le plus grand pollueur. Et ce qu'elle entend par là, c'est que la pauvreté, le non-accès au capital humain, etc., fait que les pauvres dégradent, dans les pays pauvres, dégradent leur capital naturel. Et là, vous avez plein de travaux sur le lien entre pauvreté et destruction de la biodiversité. C'est bien documenté empiriquement. Ça contredit totalement la courbe de Kuznets qui vous dit que quand vous êtes pauvre, vous êtes propre, entre guillemets. En réalité, quand vous êtes pauvre, vous détruisez la biodiversité. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Mais je dirais que ça, c'est micro, parce que ce n'est pas la dynamique entre les riches et les pauvres. Donc pour ça, il faut passer au niveau macroécologique. Et là, j'ai identifié donc 5 canaux de transmission de l'inégalité vers les crises écologiques. Donc, je vais les passer en vue rapidement. Premier canal de transmission, l'inégalité va accroître inutilement un besoin de croissance économique qui est potentiellement nuisible à l'environnement. Vous pouvez prouver avec les données de Piketty et Say, j'ai l'air de critiquer durement Piketty, mais évidemment qui aime bien châtie bien, c'est certainement le meilleur économiste de sa génération, ça ne fait aucun doute. Enfin, si on ne critique pas, c'est pas drôle. Vous savez, en science, l'indifférence, enfin la marque de l'indifférence, plutôt la marque du mépris, c'est l'indifférence. La critique, évidemment, est une forme de dommage. Donc vous pouvez prouver avec les données de Piketty et Say, ces données formidables qu'ils ont produites depuis à peu près 10 ans, que vous pouvez simultanément réduire les inégalités aux États-Unis et réduire les émissions de CO2. Vous pouvez prouver ça arithmétiquement. Autrement dit, qu'il y a une surcroissance inutile aux États-Unis, puisqu'elle est capturée par 99, enfin, elle est capturée par le 1%, le top 1% de la population. Et cette surcroissance capturée fait qu'il faut de la croissance pour les autres. Et en fait, donc, on a une croissance économique inutile aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Et plus la distance entre les riches et les pauvres va être grande, et plus vous aurez ce problème. Deuxième point, l'inégalité accroît l'irresponsabilité écologique des plus riches au sein de chaque pays et entre les pays. Donc plus la distance entre les riches et les pauvres est grande, et plus les riches vont être tentés de faire porter le coût écologique de leur comportement aux plus pauvres. Donc là aussi, on peut prouver qu'il y a un lien, effectivement. Donc il y a plein d'exemples de ça.
troisième canal de transmission, l'inégalité affecte, donc là c'est les travaux de Wilkinson, Pickett, Marmot, etc., qui montrent comment les inégalités affectent la santé des individus et donc va amoindrir la capacité de résilience sociale écologique des sociétés face à l'adaptation. Donc plus vous avez d'inégalités, plus le coût va être élevé des dommages, enfin des problèmes environnementaux. Hein, pour faire Katrina en 2005 par exemple, hein, plus vous avez des villes dans lesquelles vous avez des inégalités énormes, plus l'impact va être considérable pour ces villes. Quatrième canal de transmission, l'inégalité qui est assez proche de celui-là, entrave les capacités collectives d'atténuation en fait. Hein. Plus vous avez des inégalités importantes, moins les sociétés vont être capables de mettre en place des bonnes solutions et la bonne gouvernance. Donc là, c'est tous les travaux d'Elinor Ostrom sur la façon dont on peut parfaitement exploiter de manière soutenable des ressources naturelles à condition de construire des bonnes institutions. En revanche, l'inégalité, elle, est un poison, un acide qui va détruire les bonnes institutions et rendre les exploitations des ressources naturelles insoutenables. Donc là aussi, c'est en fait plutôt un message optimiste, hein, malgré les apparences. Et puis dernier point, l'inégalité, à la fois relative et absolue, va réduire, donc ça c'est ce que disait Patrick, hein, sur la fameuse acceptabilité politique, c'est assez drôle ce qu'il disait, je ne savais pas qu'on n'avait plus le droit d'utiliser ce terme d'acceptabilité politique, donc je ne l'utiliserai plus, mais donc il y a quand même la sensibilité est plus modeste aux enjeux environnementaux, et quand même, évidemment, disons, grandement grandement amoindrie du fait des inégalités, donc ça c'est typiquement la crise qu'on vit, et il y a le cas de la taxe carbone en France, c'est compliqué la taxe carbone et la façon dont elle a été annulée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que ça a quand même joué le fait que la taxe carbone a été proposée au moment de la grande récession. Je crois que c'est assez difficile de passer, elle a été annulée en décembre 2009, c'est-à-dire au terme de l'année de grande récession, c'est assez difficile de passer à côté de ce, même si elle prévoyait des dispositifs de compensation sociale. Ça n'a pas été compris, hein, donc il y a quand même un vrai problème sur ce point. Puisque les taxes énergétiques sont socialement régressives, disons par nature, mais on peut en corriger les effets, ce qui était proposé dans le truc, mais ça n'a pas été compris. Alors, juste pour vous montrer un truc très drôle, enfin drôle, ça fait rire les gens comme moi, mais donc ça c'est un graphique qui vous montre la relation entre la crise des inégalités aux États-Unis et la polarisation politique, et qui vous montre notamment que pour faire de la politique environnementale, il faut ce qu'on appelle aux États-Unis un consensus bipartisan. Et pour avoir ce consensus bipartisan, il ne faut pas que les démocrates et les républicains soient trop éloignés sur le spectre politique. Et il y a plein de travaux qui montrent qu'en fait les inégalités font qu'il y a de plus en plus de polarisation politique, ce qui fait qu'on peut de moins en moins faire de politique environnementale. Et la décennie dorée de la politique environnementale, croyez-le ou non, c'était Nixon, les années 70. C'est difficile de penser aujourd'hui, quand on voit le Parti républicain, que c'est un président républicain qui a créé l'EPA, le Clean Air Act, le Clean Water Act, etc. Mais c'est vrai. Et la raison, c'est pas que Nixon était un grand humaniste, c'est qu'à l'époque, il y avait un rapprochement politique beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la polarisation politique aux États-Unis, pour vous dire les conséquences que ça fait que, par exemple, Barack Obama ne peut pas arriver à la conférence de Paris l'année prochaine en disant je vais pouvoir négocier un texte qui va être ratifié par le Sénat, parce qu'il ne sera jamais ratifié par le Sénat, parce qu'il faut une majorité des 2 tiers au Sénat et qu'il vient de le perdre, le Sénat. Donc ça veut dire que ça, la crise des inégalités américaines, a un impact sur les négociations climatiques globales. C'est un problème global. C'est-à-dire ça fait que ces négociations sont dans un cadre mou, qui est que les États-Unis peuvent seulement s'engager sur un accord politiquement contraignant, mais pas juridiquement contraignant. Et c'est lié à la crise des inégalités aux États-Unis. Donc pour vous dire quand même à quel point ça a un impact aux États-Unis et aussi globalement. Alors maintenant, prenons le problème donc, dans l'autre sens, la social-écologie différentielle. On est tous affectés par les crises écologiques du fait de la crise inégalité, mais à des degrés différents, c'est socialement différencié. D'accord ? Donc comment on peut prouver ça ? On peut prouver le fait que l'inégalité face aux nuisances et aux pollutions de l'environnement sont en fait absolument, enfin, soit nuisances, soit aménités, quel que soit le bout par lequel vous prenez, c'est en fait, il y a des très graves inégalités sociales sur cette question. On peut donc parler d'inégalité environnementale. Moi, j'ai fait une petite étude parce que je me suis rendu compte que ça n'existait pas en France sur les inégalités environnementales en France, qui est paru en début d'année, qui était une œuvre de la Fondation de l'écologie politique. J'essaye de mettre bout à bout les études qu'on a, à la fois sur l'impact sanitaire et puis sur la différenciation sociale de l'impact sanitaire. Au passage, je vous signale que quand on explique qu'interdire le diesel à Paris, ça va être terrible parce que c'est les gens modestes
qui vont être affectés par l'interdiction du diesel. Bon, les gens qui meurent des particules fines à Paris sont aussi des gens modestes, qui vivent à proximité des axes routiers. Donc c'est gens modestes contre gens modestes, si vous voulez. Donc on peut parfaitement dire qu'on peut parfaitement interdire le diesel le plus polluant à Paris, qu'on va gagner des milliers et des milliers de vies pour ça, et que vraisemblablement ce sera plutôt du côté des gens modestes qu'on va avoir ce genre d'avantage. Et que c'est plutôt les gens modestes qui ont des maladies respiratoires graves dans les villes, et c'est plutôt les gens modestes qui ont du mal à soigner quand ils les ont, etc. etc. Donc cette question des inégalités environnementales est vraiment une question majeure et pas du tout, enfin pas assez travaillée en France, mais en Europe non plus d'ailleurs. Mais ça vient, c'est absolument clair. Ensuite, vous pouvez montrer beaucoup plus loin encore que vous avez carrément ce qu'on pourrait appeler une reproduction des inégalités par l'environnement, donc une boucle sociale écologique négative entre l'impact sur la santé, par exemple, donc l'impact de la pollution sur la santé des mères enceintes, et ensuite le devenir social des enfants qui sont nés en étant portés par des mères qui ont été polluées, et le fait qu'ils ont des performances éducatives plus faibles, ils ont un statut social qui est plus faible, et donc il y a une espèce de perpétuation destinale presque des inégalités par la pollution environnementale. Donc ça c'est très étudié, notamment sur la côte ouest. Donc voilà. Et puis dernier point, et là, évidemment l'impact très différencié socialement des crises écologiques quand elles se réalisent, c'est-à-dire ce qu'on appelle des catastrophes qui n'ont rien de naturel. Donc, il n'y a pas de catastrophe naturelle, il y a des risques naturels, et ces risques naturels donnent des catastrophes sociales écologiques, dont l'impact social est déterminé par le niveau de démocratie, le niveau de développement, la question des inégalités, l'accès aux services publics, etc. etc. Mais il n'y a pas de catastrophe naturelle. Et ce débat-là est un débat ancien, qui est le débat entre Voltaire et Rousseau au moment du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ce débat, à mon avis, est en train d'être tranché en faveur de Rousseau de façon très claire. Les humains sont responsables à la fois des causes, de plus en plus des catastrophes dites naturelles, et surtout des conséquences des catastrophes dites naturelles. Donc le débat Rousseau-Voltaire, nous sommes dans un monde rousseauiste, et nous serons dans un monde de plus en plus rousseauiste. Donc ça veut dire qu'on a une responsabilité, qui est le terme de Rousseau par rapport au terme de providence de Voltaire, une responsabilité, et donc on peut organiser nos sociétés pour faire en sorte soit de construire des protections collectives, soit d'avoir une adaptation darwinienne à ces phénomènes. Mais ils sont là, c'est tout à fait clair. Il me reste 2 minutes, mais je vais...